Alors les vacations horaires, là, dites-moi, c'est des montants plus conséquents, il faut les éplucher les hauts peignes fins. Alors la vacation horaire, là pour le coup, oui, c'est vrai que vous avez une distinction déjà entre la vacation concernant le gestionnaire ou son assistante. Vous avez des tarifs différenciés généralement. Ces honoraires en fait concernent généralement des prestations particulières. Donc vous pouvez avoir par exemple le suivi des prestations, le suivi des dossiers contentieux qui peut être facturé à la vacation. Vous pouvez avoir toute une série de prestations particulières facturées à la vacation. Donc le conseil que l'on donne généralement, c'est d'essayer de limiter ce type de prestations parce que pour le coup, on a une visibilité qui est assez faible sur les honoraires totaux facturés parce que ça va dépendre du temps passé par le syndic sur la prestation en question. Et sur le montant facturé, là pour le coup aussi vous avez des statistiques, donc je vous renvoie vers l'étude du particulier de 2012 ou l'étude du CLCV d'ailleurs aussi qui réalise une étude annuelle qui est assez intéressante. Qui est paru donc en septembre 2012, où vous avez des indicateurs concernant les tarifs de vacation, ce qui vous permet de savoir si le contrat de syndic proposé est bien dans le marché. C'est quoi un tarif raisonnable? 75 € de l'heure? 75 € de l'heure en tarif ouvrable, c'est la moyenne. On estime que généralement c'est raisonnable parce que c'est plutôt le tarif hors taxe qu'il faut prendre en compte lorsqu'on est un syndic, parce que pour lui c'est ce qui est le plus important. Donc vous avez 60 € hors taxe. C'est généralement ce qui est pratiqué. Ensuite, en heures non ouvrables, là, vous avez des différences de tarifs qui peuvent être très importantes, voire même parfois atteindre 300 € de l'heure pour certains créneaux. Donc là aussi, il faut faire attention, il faut essayer de négocier au mieux, parce que pour le coup, ça peut avoir un impact très important. Par exemple, pour la présence en assemblée générale, toute la partie qui n'est pas comprise dans le forfait de base sera facturée à la vacation. Donc lorsque vous avez une assemblée générale qui commence à 18 h et qui se termine à 1 h du matin, que la présence en AG n'est prévue que dans les heures ouvrables, que la vacation est facturée 120 € par exemple, que vous avez 2 personnes présentes du cabinet, vous faites le calcul, ça fait là vous avez 7 fois 2 fois 120 €. Donc on arrive à des montants qui sont faramineux. C'est pour ça qu'il faut essayer d'une part de négocier la présence en AG pour avoir un maximum de temps prévu dans le forfait de base et essayer d'avoir une vacation qui soit représentative du travail réalisé. Alors on va passer au forfait administratif. Qu'est-ce que ça couvre? Qu'est-ce que c'est supposé couvrir? Alors les forfaits administratifs pour le coup, c'est censé couvrir les frais de papeterie, les frais de bureautique. Bon, clairement, ça n'a aucune source juridique qui vient de donner corps à ce concept de forfait administratif. Donc ce sont des forfaits qui sont facturés en plus du forfait de base, qui sont généralement un peu noyés dans le contrat. Et c'est vrai que lorsqu'on n'y fait pas attention, parce que dans certains contrats, vous avez une formulation de forfait administratif à 3 € par mois et par lot, donc on se dit bon, 3 € par mois et par lot, c'est pas énorme, mais au final, ça fait 36 € par an par lot. Si on a une copropriété de 100 lots, ça fait 3600 €. Donc voilà. D'où une analyse très précise des contrats. Vraiment, il faut essayer d'être attentif. Donc nous, c'est ce que nous faisons chez Cinévald. Chaque contrat est vraiment disséqué. Donc par exemple, lorsque nous avons un forfait administratif dans un contrat, nous négocions avec le syndic pour qu'il soit supprimé, quitte à ce que les honoraires de base soient légèrement augmentés. Donc ça, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne. Les frais de tirage et de papeterie, généralement, sont facturés en supplément. Donc ce forfait administratif, il correspond à de la gestion courante. Donc le mieux, c'est d'essayer de le supprimer, quitte à revoir les honoraires de base. Maître Robert-Cherki, vous voulez intervenir sur ces points? Alors on va passer aux frais de prise en charge de la copropriété. Là aussi, c'est une prestation que l'on ne retrouve pas dans tous les contrats, ça reste quand même minoritaire, mais qui est pratiqué par certains cabinets et qui est simple, c'est-à-dire que... Qui est exagéré. Oui, pour le coup, c'est illégal. En tout cas, c'est retoqué par la jurisprudence. Un syndic ne peut pas facturer d'honoraires parce qu'il intègre une nouvelle copropriété dans son portefeuille. Bien sûr qu'il y a un travail de reprise comptable, il y a un travail supplémentaire lorsqu'une copropriété intègre le portefeuille d'un syndic, parce qu'il faut rencontrer les copropriétaires, il faut passer toutes les informations dans le logiciel de gestion. Mais ce travail-là, c'est un travail de gestion courante, parce que intégrer une nouvelle copropriété, ça fait partie de la gestion courante, et donc ça ne peut pas être facturé en supplément. Donc le conseil que l'on vous donne, un conseil très pratique, c'est de
lorsque vous avez ce type de clause facturant des frais de prise en charge, de les supprimer parce que pour le coup ça n'a rien à y faire. Beaucoup de syndics les pratiquent? Non, ça reste minoritaire. Sur l'ensemble des contrats qu'on a analysés chez Cineval, c'est peut-être 10 à 15% des contrats. Et c'est vraiment important. Oui, non, c'est un poste important. Oui. Très bien. Alors maintenant, on va évoquer un point dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le compte bancaire séparé qui va devenir une obligation à laquelle on ne pourra pas déroger avec la loi Allure. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça fonctionne? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Alors, effectivement, c'est une des grandes innovations de la loi Allure, à savoir désormais le principe du compte bancaire séparé obligatoire. Je pense que ce dispositif de la loi a essentiellement voulu réagir, encore une fois, à certaines pratiques de certains syndics de copropriété, puisque dans le dispositif existant, à savoir le principe d'un compte bancaire séparé qui était censé être le principe justement organisé par la loi du 13 décembre 2000, on est passé d'un compte bancaire séparé qui était censé être le principe à un compte bancaire séparé qui est devenu par la pratique l'exception. Pourquoi? Parce que les syndics facturent, ou plutôt surfacturent, les comptes bancaires séparés avec une marge d'environ 15 à 40%. Ce qui a un effet, je dirais, dissuasif pour les copropriétés qui font un calcul essentiellement financier en se disant qu'ils n'ont pas intérêt à avoir recours finalement au compte bancaire séparé. Et ça aboutit à des situations dans lesquelles les fonds des syndicats ne sont pas sécurisés, avec des copropriétés qui sont potentiellement exposées à des risques de non-représentation de fonds dans le cadre de transmission de mandat, des non-représentations de fonds qui, rappelons-le malgré tout, sont des phénomènes qui sont assez marginaux, qui peuvent être aggravés notamment dans les hypothèses de liquidation judiciaire de syndic, mais qui existent malgré tout. Et je dirais que ma pratique professionnelle m'a amené à traiter un certain nombre de dossiers de ce type. Et à l'occasion de ces dossiers, lorsque vous avez des non-représentations de fonds, d'une part, avec des syndics sortants qui sont en liquidation judiciaire d'autre part, eh bien, les tentatives du syndicat pour récupérer les fonds non représentés s'apparentent à de véritables parcours judiciaires du combattant. J'ai donc introduit un certain nombre de procédures pour le compte de syndicats qui ont été victimes de ce type de situation, et je peux vous dire qu'en général, lorsqu'on aboutit, on aboutit après plusieurs années, donc au terme de procédures qui sont à la fois longues et qui sont en plus coûteuses. Parce qu'inutile de vous dire que les caisses de garantie ne se laissent pas facilement condamner, puisque dans les hypothèses de non-représentation de fonds, c'est la caisse de garantie contre laquelle le syndicat des copropriétaires va principalement se retourner. Et les caisses de garantie, dans ce genre de situation, eh bien, elles vous opposent d'une manière générale le fait que les syndicats sont dans l'impossibilité de justifier d'une manière précise du caractère certain liquide et exigible de leurs créances. Pourquoi? Parce que les copropriétés n'ont pas les documents comptables qui n'ont pas été transmis volontairement par les syndics sortants. Pourquoi? Parce que les syndics sortants, en général, évitent de remettre les archives comptables qui permettent de justifier, de caractériser leurs indélicatesses. Donc, une grosse difficulté pour obtenir la condamnation des caisses de garantie, et je dirais une avancée donc de l'obligation du compte bancaire séparé, puisque là, on a vraiment un mécanisme de sécurisation de la gestion des fonds du syndicat et une quiétude pour la représentation des fonds, puisque là, il n'y a plus de marge de manœuvre, il n'y a plus de risque proprement dit pour les syndicats des copropriétaires. Donc,
J'estime, pour ma part, au vu de ma pratique professionnelle et au vu des actions que j'ai été amené à entreprendre contre les caisses de garantie, que ça peut être considéré comme une avancée, même si par ailleurs, beaucoup de professionnels disent que ça va mécaniquement augmenter le prix du forfait de base. Alors un petit ajout d'un point de vue assez pratique, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc nous, en fait, on passe en revue énormément de contrats de syndic, donc on voit quelle est la pratique. Il y a des statistiques également qui sont émises par donc les journaux dont je vous ai parlé, Le Particulier, CLCV, donc, qui est une association pour le coup. Vous avez une différence de tarifs pratiqués entre le forfait de base, avec en fait, la gestion avec compte bancaire séparé et la gestion en compte commun, qui est de l'ordre de 10 à 40% parfois, donc avec une moyenne à 15%. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, généralement, lorsque l'on rencontre des syndics et qu'ils travaillent avec nous, on arrive dans la moitié des cas à réduire ce surcoût à zéro. Donc c'est un point qu'on peut vraiment arriver à négocier. Ensuite, pour les autres, on essaie de les diminuer au maximum. Ce pouvoir de négociation, on l'a bien sûr parce qu'on gère énormément, parce qu'on conseille un certain nombre de copropriétés, mais même vous, à titre individuel, vous pouvez très bien négocier ce point avec le syndic. Donc en fonction de l'attrait que peut avoir votre copropriété, vous pouvez négocier un certain nombre de points, donc tous ceux qu'on a vus durant cette présentation, et notamment la réduction, voire la suppression des honoraires pour gestion en compte bancaire séparé. Donc ça c'est un point qui est important. Ensuite, un autre point, alors bien sûr, lorsque vous êtes en compte bancaire séparé, vous avez une meilleure sécurisation des fonds, ça Maître Robert Cherki l'a très bien expliqué. Ensuite, d'un point de vue pratique, alors vous avez également une facilité de contrôle pour le conseil syndical. C'est sûr que lorsque vous avez un compte au nom du syndicat des copropriétaires avec un chéquier au nom du syndicat des copropriétaires, pour faire les rapprochements bancaires, c'est beaucoup plus simple que d'avoir une extraction d'un compte commun. Ensuite, le troisième point, c'est d'éviter les conflits d'intérêts. Et ça, on l'appréhende peut-être un petit peu moins, mais c'est un impact très sensible pour les copropriétés. Lorsque vous êtes en compte commun, l'intérêt du cabinet peut être différent de l'intérêt de la copropriété. Ça veut dire que son intérêt personnel peut être de tenir une trésorerie très importante afin de potentiellement placer cette trésorerie via des contre-reflets. Avoir une trésorerie importante, ça veut dire potentiellement réaliser des appels de fonds qui sont beaucoup plus importants que ce qu'ils devraient être. Donc avoir une différentielle entre le budget et le réalisé, parfois de plus de 15, 20, 25%. Où vous pouvez avoir des délais de paiement fournisseurs qui sont rallongés, donc des fournisseurs, et pour avoir échangé avec pas mal de prestataires, je sais que ça arrive encore assez souvent, des prestataires qui sont payés à 180 jours, parce que l'idée c'est de garder la trésorerie un maximum pour la faire fructifier. Donc voilà, vous avez, et tous ces éléments-là, forcément, ne vont pas dans le sens de la copropriété, parce qu'un fournisseur qui met 6 mois pour être payé, bah, il ne travaillera plus avec vous. Hein. Donc voilà, tous ces éléments-là font que le compte bancaire séparé va vraiment dans l'intérêt des copropriétaires. Après, il faut essayer de négocier au mieux le surcoût avec le syndic, en sachant que d'ici fin 2014, début 2015, donc il faut voir quand est-ce que la loi Allure entrera en application, cela sera obligatoire. Très bien, merci pour ces conseils pratiques. On va passer maintenant la parole à la salle. J'imagine que vous avez des questions. Qui veut poser